Comme gave à l'occident du cirque de Troumouze, Nest à l'orient est un mot pyrénéen qui signifie rivière ou torrent. Chaque eau de vallée donne son nom à la rivière ou au torrent qui la traverse. La Neste d'Or prend son nom en entrant dans la vallée d'Or, en coulant sous les toits d'ardoise de Saint-Lary. Les Nestes, c'est une grande histoire de partage qui commence dès la source, une source partagée avec 12 autres Nestes qui l'alimentent en cascade. La Neste de Sceaux prend naissance à plus de 2300 mètres d'altitude et plonge vers son creux de vallée le long de la route qui mène en Espagne. La présence humaine se marque dans la haute vallée de lacs pas naturels. La Neste de Couplan coule au milieu de rocs, blocs et bouillis. Des cols chics des cimes, la Neste du Rio Majou vit une solitude tranquille. Autant de vallées, autant de sources, autant de bras pour une même rivière. Ces eaux abondantes et fraîches se connectent à la Neste d'Or. La Neste de Bareilles et la Neste du Louron la rejoignent à Haro, sous la maison dite des Nestes. Ce n'est qu'à l'aval d'Haro, pendant 44 km, que l'on parle de la Neste sans autre qualificatif. Les rivières conduisent leurs eaux jusqu'à la Garonne. Au village de Vielor, Lucienne Mur élève ses appâts. Ça, c'est une boîte à mouches. C'est une boîte dans laquelle il y a un compartiment prévu pour les asticots, les casters, pour que, au fur et à mesure de l'évolution, les mouches naissent et passent dans l'autre compartiment. Il faut compter 15 jours à peu près de préparation. Elles ne vivent pas de l'air du temps, il faut les nourrir. Alors, je mets un morceau de sucre ou deux et tous les jours une éponge imbibée d'eau fraîche pour qu'elles puissent boire. Parce que le plus difficile, c'est d'être assez vigilant pour les conserver. Vous le présentez et il faut occulter le compartiment des mouches et après, les mouches sortent directement dans cette boîte. Comme elles sont enfermées, elles voient du jour et elles sortent. Vous voyez, regardez, il y en avait une qui sort à reculons, mais elle est sortie. La mouche est un appât naturel et si vous remarquez au bord de la rivière, il y a beaucoup d'éclosions. Donc c'est un appât qui correspond à la rivière. Et c'est pour ça, et les truites en sont très friandes. C'est un appât naturel qui marche bien, mais bon, il faut quand même des conditions un petit peu particulières. Il faut qu'il y ait assez d'eau. Quand il n'y a pas assez d'eau, comme pour toutes les autres pêches, le poisson est très vigilant et ça n'est pas très positif, non. Non. On le met près des rochers, parce que ça fait un tourbillon exactement. Et après, il faut laisser descendre tout le long du courant, parce que souvent les truites sont en fin de courant. Mais elles sont aussi près des rochers. Et ici, c'est un appât qui descend, comme le verre, comme la teigne, en fond. On pêche à fond ou entre deux eaux. Déjà, la veille, on y pense, déjà se préparer. Puis bon, on pense toujours qu'on va toucher le gros poisson ou que ça va bien se passer. Il y a des fois, ça ne se passe pas très bien. Mais il y a d'autres fois, oui, on attrape des fois le mauvais temps aussi. Ça a un côté agréable parce qu'on découvre des coins magnifiques qui changent chaque fois avec le temps et l'eau également. Parce que quand il pleut, qu'il y a des orages, l'eau n'est pas la même que des journées comme aujourd'hui, où l'eau est claire. Il faut faire très attention quand on approche du bord de l'eau, parce que le poisson, il voit très clair, et donc il se sauve. J'adore partir même plus haut, dans des endroits où, bon, mon Dieu, c'est assez sportif, hein, mais c'est une pêche que j'aime beaucoup. L'intérêt à la mouche, c'est que justement, bon, on touche de tout poisson. Hein. On en touche du beau, mais on en touche également des petits. La mouche, la truite la saisit très vite, mais très souvent en bordure des lèvres. Ce qui veut dire qu'on ne l'abîme pas. Et si jamais il est un petit peu engamé, avec le dégorgeoir, on la retire et on ne blesse pas le poisson. Et on le remet tout doucement à l'eau.
Il y a beaucoup de pêcheurs, d'abord parce que la vallée est très belle et parce que les torrents aussi sont agréables. Il y a du poisson. Et puis, mon Dieu, on peut pêcher aussi, vous avez vu, il y a des familles qui viennent pique-niquer, les enfants, la famille reste au bord de l'eau et le pêcheur peut pêcher tranquille, il n'y a pas de problème. Sur la Neste d'Or, pas de problème non plus entre ces deux compagnons de pêche. Alphonse Arias, le capitaine de l'équipe de France, et le pharmacien Jean Medviel. C'est dans l'eau qu'ils partagent les plus grands plaisirs. Et tout d'abord, le style. Il a le style, je dirais, du bon pêcheur. Parce qu'avant de regarder le style en action de pêche, je pense qu'il y a lieu, quand on connaît l'individu, de voir comment il aborde les préliminaires, je dirais, d'une partie de pêche. Les appâts classiques, tels que la teigne et le verre, il les utilise à dose homéopathique. Par contre, il va rechercher les appâts délaissés par bon nombre de pêcheurs, c'est-à-dire tout ce qu'on peut trouver sous les galets. Non, il peigne systématiquement. Position toujours tendue, toujours prête à ferrer. Le minimum de bannières dehors, c'est parfait, mais voilà. Il aborde bien les secteurs de pêche, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à pêcher en montant. Il a toujours une plombée étudiée au quart de poil. Ah, c'est du sport là, hein. La plombée, tous les pêcheurs le savent, c'est l'un des atouts majeurs. Ah, le geste de la main, oui, là, toute la sensibilité passe par là, quoi. C'est le détecteur de touche. Les plus belles pêches se font quasiment en solitaire, ou alors accompagnées, mais loin l'un de l'autre. Ce qui fait que l'accompagnement, il est relatif, quoi. C'est normal, on a décidé de pêcher cet après-midi ensemble, il y a du vent, on ne peut pas pêcher, c'est normal. Jusque-là, tout va bien. Encore, pour l'instant, on n'a rien cassé. Je sais pas, il y en a bien un qui va tomber à l'eau, on va casser le canne ou quelque chose comme ça. Mais... Si j'en viens, ce sont tous les ennuis de la création, quoi. Intoxication aux morilles, canne cassée, ouais, enfin, j'arrête la liste. Mais la convivialité d'une pêche à deux compense le reste. Peut-être qu'il va en attraper une, par miracle, peut-être qu'il va en prendre une, je ne sais pas. Des truites, il y en a, des pêcheurs aussi. Et nous sommes dans le Piémont pyrénéen, dans la haute vallée de la Neste. Plus on monte, je pense, et plus c'est capricieux. Le pêcheur peut passer de longs moments sans avoir de touche, mais s'il veut réussir une pêche, il doit être en action de pêche longtemps pour pouvoir dialoguer avec ces truites lorsqu'elles mettent le nez dehors. La grande histoire de partage se poursuit d'une région à une autre. La Gascogne a toujours eu besoin d'eau. Les plus anciens chroniqueurs avaient mis en évidence le déficit naturel des régimes sur ces rivières de Gascogne qui s'apparentent à des régimes d'oued d'Afrique du Nord. Les rivières coulent quand il pleut et il y a tarissement dès que la pluie s'arrête. Pour compenser le manque naturel d'eau du pays gascon, ce canal a été construit en 1862 sous Napoléon III. En moins de 30 km, il prélève et collecte l'abondance des eaux des Nestes. Telle une perfusion sans fin, il alimente 17 rivières longues de 80 à 150 km chacune, sur une surface de 7500 km². Il irrigue 5 départements, dont le Gers en totalité. Il conduit généreusement les richesses de sa petite région d'origine vers une autre, presque 5 fois plus grande qu'elle. Il arrose une population de quelques centaines de milliers d'habitants, dont 200 000 en eau potable. Le système Neste, la référence pour les hydrauliciens de la planète, commence par ce canal. C'est le canal de la Neste, du nom de la rivière. Il a un débit maximal de l'ordre de 14 mètres cubes par seconde. Et sa fonction est de prélever une partie des débits que l'on peut mobiliser sur la Neste pour l'envoyer sur la Gascogne et des affluents rive gauche de la Garonne. Ce canal, avec d'autres ouvrages, contribue à garantir des débits qui sont de l'ordre de 40 mètres cubes par seconde, 10 mètres cubes par seconde en gros, qui restent dans les rivières pour assurer les fonctions de salubrité, dilution des effluents,
et assurer un débit minimum pour la vie hydrobiologique des milieux, et une trentaine de mètres cubes secondes qui sont prélevés, que ce soit par les besoins industriels, par l'eau potable ou par les irrigations, qui bien sûr représentent en été l'essentiel des prélèvements. Ce que nous prélevons, c'est essentiellement des déstockages artificiels que nous produisons depuis des réservoirs qui existent en haute montagne et que l'on peut déstocker suivant les besoins que l'on exprime. Et bien sûr, nous utilisons au mieux les débits naturels, puisque ces débits naturels représentent sur l'ensemble d'une année à peu près les 3/4 des volumes qui sont mis en œuvre, que ce soit les débits d'Anest ou que ce soit les débits naturels de la Gascogne. Et la centaine de millions de mètres cubes qui est stocké, à peu près pour moitié en haute montagne, pour moitié dans les piémonts, permettent d'utiliser au mieux, à tout instant, les volumes, les ressources disponibles. C'est avec le regard plein d'admiration et de respect que ce seigneur gascon contemple le panache des eaux d'Enest. Il y a une maîtrise des prélèvements, c'est ce qui fait l'originalité de ce système. On a un débit réservé qui est fixé par décret à 4 mètres cubes par seconde. Donc nous chercherons toujours dans notre gestion à maintenir comme priorité ce 4 mètres cubes par seconde. Si l'abondance des eaux d'Enest permet d'alimenter et d'irriguer la région de Gascogne, en aval de la prise d'eau du canal, à quelques kilomètres de la confluence avec la Garonne, combien reste-t-il d'eau dans le lit originel de l'Anest? Il nous reste ça. Comment sans ça, on aurait peut-être la plus belle rivière d'Europe. Là encore, c'est juillet, ça passe, mais après, quand on va arriver fin août, c'est vraiment très très maigre. On a surtout un phénomène de réchauffement de l'eau qui est intempestif, parce qu'on dépasse 20 degrés, et je me demande si la survie des grosses truites est possible, quoi. L'eau se réchauffe trop. Et bon, je me rappelle évidemment, quand j'étais gamin, au village au-dessus, on se baignait l'été sur l'Anest, mais la température n'excédait pas 17, 18 degrés maximum en été. Alors que maintenant, on est déjà au 14 juillet, on est déjà à 19, 20. Donc c'est dangereux pour les populations de truites. Par rapport à la rivière qu'on a pendant la fonte des neiges, c'est ridicule ce qui reste, quoi. Et il est évident que l'un des secrets de la réussite d'un bon pêcheur, c'est avant tout le choix de l'appât. Ah ben là, je vais utiliser quelque chose qu'on aime bien en fin du repas, c'est-à-dire le fromage, tout bêtement. Les truites sont friandes de fromage. C'est un fromage qui fait 40% de matière grasse et qu'on utilise. On peut pêcher avec un hameçon simple et un trident. C'était à l'origine, il y avait une marque qui faisait ça qui s'appelait le Savoie et qui était très bon. Et alors moi, bon pharmacien, je le mets dans une seringue comme ça, qui me permet de distribuer et de faire des petites boulettes appropriées. Voilà, je coiffe juste l'hameçon que je roule dans la boulette, c'est tout. Tant pis si ça se voit un peu, même si c'est un peu approximatif, c'est pas grave. L'eau sur la surface du fromage, ça a tendance à le rendre glissant, ce qui fait que l'eau elle-même ne fait pas exploser la boulette. Moi je fais exploser la boulette uniquement en fin de coup de ligne, quoi. C'est l'hameçon qui la... Voilà. Mais l'eau, je ne sais pas si c'est un phénomène naturel, avec la graisse du fromage, ça a tendance à faire comme une pellicule lisse sur le fromage. Alors la technique est toute simple, on attaque en tête de courant, on fait exploser évidemment quelques boulettes, ce qui a la propriété d'appâter un petit peu. Et puis après on suit, on met une petite boulette comme ça sur l'hameçon, qui couvre juste l'hameçon. Et à chaque coup de ligne, on remet un petit bout de fromage. Ça c'est le côté vicieux de la pêche au fromage, ça. Par rapport à la pêche à l'asticot, où c'est interdit d'appâter évidemment. L'asticot, ici dans l'Anest, est autorisé, mais sans amorçage. Il est rigoureusement interdit d'amorcer, c'est-à-dire de laisser tomber des asticots dans l'eau. Les pêcheurs à l'asticot sont toujours suspects, parce que c'est le seul appât qui peut permettre de chevaucher ou de franchir la ligne blanche par le fait de l'amorçage. Les truites s'y habituent, elles ont une nourriture providentielle quelque part, ça les met en appétit, quoi. Ceci dit, dans les Pyrénées, l'asticot a toujours été autorisé et il n'y a aucune raison que cette tradition disparaisse. Je pense que lorsqu'on utilise dans les cours d'eau autorisés à l'asticot un autre appât, on a beaucoup de chances de réussite et de surprendre des truites qui vont être moins méfiantes. Bon, le porte-voix, c'est vrai, ressemble un petit peu à la teigne. La teigne, elles en ont peur, elles sont pêchées à la teigne, donc elles sont très méfiantes. Et je pense que le fin du fin à cette époque-ci, c'est de pêcher avec tout ce que l'on trouve sous les galets. Et on la remet à l'eau.
Pourtant, il a des titres, hein. Il a une armoire de titres, de médailles, de coupes, vice-champion du monde, capitaine de l'équipe de France, tout. Mais quand j'arrive, il ne prend plus de poisson. Alors je vais m'en aller, moi, je vais arrêter. Je partage de temps en temps avec quelques bons copains des journées entières de pêche ou des demi-journées de pêche parce que c'est autre chose, c'est la convivialité d'une pêche à deux. Il ne faut pas être sauvage et égoïste. La pêche à deux, je le répète avec de bons copains de pêche, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, si on échange les impressions. Je vais souvent la pêche tout seul, hein. Mais ça peut se partager aussi, après, puis surtout se perfectionner. On évolue que si on communique avec des pêcheurs avisés, quoi. Ça, c'est... Mais ils ne veulent pas tous parler, quoi. La grande histoire du partage de l'eau et de ses plaisirs se poursuit dans le lit de la rivière. Sur la Neste, Anne-Sophie Caillet, en bon observateur, décline son plaisir en grande volute de soie. Des fois, vous êtes au bord de l'eau, puis je sais pas moi, il y a au moins une dizaine ou une quinzaine d'espèces qui volent. Et il faut savoir sur quoi la truite elle monte. C'est là qu'est la difficulté. Il faut être un bon observateur. Il y a le plaisir déjà de la nature, du cadre. Et il y a l'eau, mais il y a aussi les plantes, les insectes. Le plaisir d'être dans l'eau et puis d'essayer de savoir ce qui se passe derrière l'eau, de deviner. Le plaisir un peu de l'inconnu. Et ce que j'aime, c'est surtout le contact. Et ce que j'apprécie le plus, c'est quand je sais que j'ai pêché un poisson qui a vécu dans la rivière, qui a grandi dans la rivière. Ça me fait quelque chose. Et souvent, d'ailleurs, même, je le relâche, j'attends pas, quoi. Je le sors et je le regarde très vite fait. Et après, je le remets tout de suite à l'eau. Quand j'étais petite, je suivais partout mon grand-père. Et il m'emmenait pêcher avec lui. Alors, je le regardais jusqu'au jour où, à 7 ans, 8 ans, je lui ai dit « Pépère, s'il te plaît, je pourrais pêcher ». Et voilà, ma première pêche, c'était avec lui. Là où les eaux des Nestes s'appellent Gers, en pédagogue de la rivière, à l'école de pêche du Desmond, que transmet-elle aux élèves? C'est le partage d'une passion déjà. Parce qu'avant de partager ça, il faut déjà être amoureux de la rivière, aimer pêcher et puis s'intéresser à tout ce qui s'y passe autour. Voilà. Ouais, là. Mais ramène-le vers toi, bébête. On leur apprend à pêcher, à avoir un comportement de citoyen respectueux par rapport à la rivière. Et puis aussi une chose aussi, c'est souvent quand on sort le poisson de l'eau, qu'est-ce qu'il y a sur le poisson? Qu'est-ce qu'il y a sur le poisson? Il y a du truc gluant là. Il y a du truc gluant. Vous savez comment ça s'appelle? La bave. Il nous l'a dit. La bave, ça a un nom. Comme ça, quand ça C'est le liquide. C'est le mucus, en fait. Donc le poisson, il a ce liquide sur la peau. Alors si vous le prenez avec votre main sèche, vous risquez un peu de le brûler. Enfin, de le brûler entre guillemets. Disons, de faire un frottement. Donc qu'est-ce que vous allez faire pour éviter ça? Le fatiguer un peu dans l'eau. Oui. On se mouille la main et après on le prend. On se mouille la main et on le prend. C'est reparti. La première action, c'est le partage. Mais c'est le partage d'une passion, un échange. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un problème de transmission actuellement. Donc c'est un peu pallier justement aux grands-pères ou aux pères qui n'emmènent plus les enfants pêcher. Donc essayer de partager ça avec eux. Puis c'est essayer aussi d'étendre l'action. Pas que pêcher pour pêcher, mais essayer de regarder son environnement, de comprendre comment il fonctionne. Que la rivière, c'est pas juste un tronçon d'eau, mais c'est aussi une source, une embouchure. Et autour, il y a différents utilisateurs, les agriculteurs, les industries. En fait, la pêche, c'est le plaisir, c'est la récompense, quoi. Moi, mon grand-père, il a arrêté de pêcher parce que, en fait, il avait vu des poissons le ventre à l'air, puis ça l'avait écœuré. Je crois que les pêcheurs, ils ont cette sensibilité-là, ils veulent préserver, sauvegarder leur rivière. Ils sont conscients que le poisson, c'est un peu un bioindicateur, conscients que c'est une ressource, un patrimoine, et qu'il faut y faire attention, quoi. Je veux dire, si nous, on veut continuer à pêcher, si on veut qu'il y ait du poisson, c'est à nous de veiller à la qualité de nos rivières, autant de l'eau, mais aussi au niveau de la diversité des habitats, autant de la végétation autour. C'est notre devoir, nous, en tant que pêcheurs, d'assumer notre plaisir, quoi. Sur la Neste du Louron,
Même sans poisson, le partage fait partie d'un grand tout. La sardine. Mauvais signe, sa petite femme. Dans la neste d'or, autant que dans la neste du Goron, il y a énormément de truites, mais quand elles ne veulent pas mordre, elles ne mordent pas. Quand j'en ai assez de pêcher, je le suis. Je pêche derrière lui, je m'amuse à essayer de bien lancer. Là où il a lancé, j'essaie de lancer, de faire la même chose pour apprendre. Parce que toute seule, je ne peux pas apprendre. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'être derrière lui, de le suivre, de voir comment il fait. Ça paraît facile, hein. Je me suis rendu compte que ce n'était pas si facile que ça. Mais je trouve qu'elle a un style élégant, elle s'applique, elle est minutieuse, elle est concentrée, attentive, elle a beaucoup de qualités. D'ailleurs, elle prend quelques truites. Ce qui est formidable, c'est quand il attrape une truite, il m'expliquait pourquoi il l'a attrapée. Avant de lancer la ligne, il me dit, tu vois là, il y a une truite, je vais la sortir. C'est ça, vraiment, c'est frustrant à la fois parce qu'on ne peut pas le faire soi-même, mais c'est merveilleux de le voir faire par lui. Quand on est deux sur la même rivière, souvent on prend au cumul moins de poissons, mais c'est le plaisir de passer une journée conviviale, intime avec ma petite femme. Moi, j'arrive à me faire plaisir, je n'attrape pas de poissons, je suis contente quand même d'y aller. Je suis contente d'être là. C'est un privilège pour moi. Je rencontre peu de couples au bord de l'eau. Il en existe toutefois quelques-uns, mais c'est rare, c'est rare. Et moi, ça me procure énormément de plaisir que ma femme accepte de partager ma passion. Quand il pêche derrière un rocher, il va lancer la ligne une fois, peut-être deux fois, mais c'est très rare. Et d'autres moments, il va insister parce qu'il sait qu'il va attraper plus d'une truite là. Et ça, arriver à savoir que là, il peut y en avoir plusieurs. Alors que... Bon, des bredouilles sur une matinée de pêche, je ne connais pas, sur des matinées complètes. Mais des pêches maigres, ça existe. Prendre peu de poissons, ça existe. Mais on ne m'enlèvera pas de l'idée que ça fait partie de la pêche. Moi, je vais regarder une portion de rivière, je vais arriver à ne rien voir. Et lui va me dire, oui, regarde bien à cet endroit-là, tu vas voir quelque chose, tu vas voir comment elle se met. Elle est là, dans le courant, elle se tient presque immobile. Il y a juste que la queue qui est à peine mobile, elle se maintient dans le courant comme ça. Il arrive à me faire voir la truite, alors qu'au départ, je n'arrivais pas à la voir. Il arrive à me faire lire la rivière comme ça.